Donc, en tant que directeur général, même si, et en tant que présidente, même si vous ne vous immiscez pas dans les enquêtes qui sont menées et dans les procédures, en tout cas, qui sont mises en œuvre, ni dans les sanctions, ni dans les décisions, est-ce que vous connaissez la procédure qui est suivie dans le cadre de ces enquêtes, justement? Peut-être, Madame la Présidente. Oui, absolument. En fonction de la saisine, si elle a été faite directement par une personne sur le numéro vert, on sait que le comité d'éthique va se rapprocher de la personne. On ne donne pas suite en général aux dénonciations anonymes parce que ça ouvre le champ à beaucoup de choses qu'on ne souhaite pas et puis qu'on ne peut pas vérifier. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a une dénonciation anonyme qui nous arrive, on saisit quand même le comité d'éthique pour lui dire bon voilà, on a reçu ce courrier-là, que pouvez-vous en faire? Ils essayent d'investiguer, puis s'ils n'arrivent pas à avoir les contacts, c'est arrivé hein, que personne ne répondait, personne ne se manifestait, on est bien obligé de fermer le dossier. Mais quoi qu'il en soit, en fonction de la saisine, le comité d'éthique va ouvrir un dossier et va commencer à rencontrer les protagonistes et ensuite nous donner des préconisations, comme vous le disais tout à l'heure. Voilà un petit peu comment ça se passe. Oui, donc en termes de procédure telle que l'a expliqué la présidente, donc dans tous les cas, il y a une forme d'investigation, d'enquête qui est faite et, par le comité d'éthique qui, suite à cela, clôture en disant il y a sujet ou matière A, et dans ce cadre-là, et donc formule des préconisations, peut saisir les organes disciplinaires compétents, parce qu'il en a aussi la possibilité, et s'il estime qu'il n'y a pas de suite à donner, l'affaire est close à ce moment-là. Voilà, juste pour une petite précision, est-ce que à chaque fois que vous êtes saisi, je pense notamment aux affaires d'agression sexuelle, enfin de violence sexuelle ou sexiste, ou par exemple de racisme, discrimination, euh, est-ce que vous avertissez le ministère des Sports? Et sur la question du déclenchement de l'article 40 et signalement, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des articles 40 et à quel moment vous les faites? Je précise parce que c'est très différent d'une fédération à l'autre. Il y en a qui attendent la fin de la procédure disciplinaire ou administrative avant de le faire. Il y en a qui le font automatiquement, enfin systématiquement au départ pour que les 3 enquêtes se déclenchent en parallèle. Comment ça se passe justement au sein de votre fédération? Alors, nous, par principe, on parallélise les procédures. C'est qu'à partir du moment où on saisit le comité d'éthique, on avertit la cellule signal sport. Et quand on a un doute, on dit voilà, est-ce qu'il y a matière ou pas, mais dans tous les cas, on vous avertit, on vous saisit, et en fonction de la réponse, on dépose en disant voilà, on souhaite faire un signalement et un article 40, le cas échéant. Donc c'est comme ça que nous, on a décidé de faire. Et après, en fonction des recommandations du comité éthique, eh ben, il y a la procédure disciplinaire qui peut s'enclencher sur la base de ces recommandations-là. En termes de processus, c'est celui qu'on essaye de mettre en place. Et ce qui nous a semblé important, c'est d'avoir quand même des relations donc avec la cellule assez fréquentes, mais aussi avec les SDJES, donc les services départementaux territorialement compétents, parce qu'il y a toujours une information de terrain qui nous semble du moins importante, sans bien sûr s'immiscer, mais au moins pour faire de la veille, et notamment quand il peut y avoir des interdictions, d'être dans cette relation entre la fédération et les services de l'État pour avoir une forme de veille au niveau local. Quels sont les faits de violence dont vous avez eu connaissance? Moi, récemment. Oh, pardon. Oui, on a eu des connaissances de violence. On n'en a pas énormément. Je pense que d'avérés, on en a 3. On parle de violence sexuelle, on est bien d'accord. Ouais, on en a eu depuis que je suis Tout présidente. type de violence, Tout type de violence. discrimination raciale, Alors, homophobie, etc. On a des signalements, notamment en termes de discrimination raciale, mais c'est souvent dans le jeu, dans les rencontres, le sport co, où les invectives fusent et qu'on arrive à régler en rencontrant, enfin c'est surtout le comité d'éthique qui rencontre les personnes concernées, qui fait un peu d'information, de formation pour dire que ça n'a pas lieu d'être. Souvent, ça ne va pas très loin.
Après, en termes d'homophobie, on a eu des plaintes, aussi une plainte notamment, mais qu'on est arrivé à résoudre. On s'est étoffé en termes. Alors ça, je pense que monsieur le DTN en parlera mieux que moi parce que c'est la direction technique qui s'est étoffée d'une psychologue et qui a rencontré les gens. On a eu, ça nous est revenu par le comité paralympique et on a fait le nécessaire. Ensuite, on a eu deux cas un peu problématiques. Un qui nous est revenu par le comité paralympique aussi, puisque la personne a souhaité passer par le comité paralympique pour se plaindre. Il y a eu un dépôt de plainte. La personne concernée, l'entraîneur, a été suspendu. Et nous avons arrêté la licence. Et comme c'était un salarié de la fédération, nous avons mis fin à ses fonctions de salarié. Alors, vous nous interpellez sur un fait, et donc, il s'est passé quoi? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Comme je vous disais, nous avons mis fin à son contrat de salarié. On a fait une rupture conventionnelle. Les services de l'État étaient avisés, puisque l'interdiction arrivait d'un jugement. C'était le tribunal administratif, je crois, je sais plus. Mais c'était pour quel type de violence? Alors, c'était pas une violence sexuelle, c'était plutôt violence morale. Euh, C'était difficile à exprimer s'il y avait un caractère sexuel. En tout cas, c'était pas une volonté d'agresser sexuellement la personne, mais plutôt de l'humilier. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est tout autant répréhensible pour moi. Quand on est une femme en situation de handicap et qu'on se fait humilier, pour moi, c'est quelque chose d'inadmissible. On n'est pas là pour ça. Donc, on a fait que la personne qui s'en défendait, mais nous, on a préféré mettre fin à son contrat. On a prévenu les clubs, la commission concernée, et voilà. Et il y a une traçabilité sur l'entraîneur? Concernant l'entraîneur, s'il se présente dans un nouveau club, vous avez une traçabilité de ses faits et gestes? Oui, parce qu'il a été signalé au service de l'État, oui. Et oui. Et il en est où, cet entraîneur, aujourd'hui? Il a quitté la France. D'accord. Et il y a un dossier, bien sûr, de suivi auprès du ministère? Alors là, je veux pas m'avancer, je sais pas, mais je peux me renseigner, savoir ce qu'il est avenu, mais ça date d'il y a 2 ans, je crois, avant Tokyo, ça date de 2021, oui. Cette suspension, la fin de contrat et le fait que bon, il n'est plus ni à la fédération handisport. Nous, on a mis fin à son contrat et aussi on a donné toutes les informations nécessaires au ministère. Juste pour apporter un complément, si vous m'autorisez, là on est en train de se renforcer, d'essayer de peut-être rendre un peu plus robuste ce qu'on est en train de faire, mais sur l'information, déjà dans ce qui est possible via notre système d'information, affiliation et licence, à partir du moment où il y a une interdiction, on bloque les licences. Donc au-delà même des actions qu'on peut faire de suspension de licence à titre conservatoire, ou voilà, quand la décision est prise de suspendre la licence, donc là la licence est bloquée, donc on a le cas pour 2 personnes notamment, la licence est bloquée pendant la période de l'interdiction qui est concernée, si ça peut être une interdiction de 10 ans. Voilà. Donc c'est bloqué complètement, donc la licence ne peut pas être reprise, et il y a une information qui est faite avec les informations, on va dire, légales indispensable en disant telle personne est interdite d'exercer au regard de l'article du Code du sport pendant une période de X années. Voilà, donc ça c'est fait et c'est à disposition uniquement des associations affiliées à la fédération parce que c'est sur ce qu'on appelle l'intranet. Voilà, donc il faut être affilié à la fédération pour pouvoir y accéder. Et pardon, excusez-moi. Juste pour préciser, donc ça veut dire qu'une personne qui n'est pas affiliée à la fédération n'a pas accès à ces informations. Et deuxième question, est-ce que ça rentre dans le cadre du contrôle d'honorabilité? C'est-à-dire que quand vous le signalez, normalement, quand un club décide de refaire ou quand on fait le contrôle d'honorabilité, c'est-à-dire que la personne, enfin l'entraîneur en question, il est signalé?
Alors, ça, c'est une disposition qu'on a prise en plus du contrôle d'honorabilité. Quelque part. C'est qu'à partir du moment où on a l'information qui est confirmée que la personne est interdite, il nous semblait assez indispensable que tous les clubs, au moins tous les clubs affiliés à la fédération, soient au fait que ces personnes-là étaient sous le coup d'une interdiction d'exercer et que leur licence était bloquée. Donc ça, c'était la première chose. Concernant le contrôle d'honorabilité, donc là, c'est le dialogue entre les systèmes d'information. Donc là, on a justement mis en place des nouvelles procédures à partir du moment où on déclare et si la personne est donc identifiée via le FIGES par le SI honorabilité du ministère, on en est informé. À partir du moment où on en est informé, on fait les vérifications, à savoir est-ce qu'il est encore licencié à la fédération ou plus licencié à la fédération. Et à chaque fois, ça déclenche une arborescence différente. Mais je pourrais vous envoyer aussi la procédure qu'on a établie à ce sujet. Je trouve intéressant en fait ce que vous nous dites parce qu'on a eu l'occasion d'auditionner pas mal de fédérations maintenant et on a posé cette question justement de savoir comment est-ce qu'on pouvait alerter, en tout cas informer les différents clubs qui sont affiliés à une fédération. Et l'argument qui nous a été opposé parfois, c'est de dire mais nous en fait on n'a pas le droit de faire un fichier interne avec des informations et le fait que, en fait, voilà, il y a le contrôle d'honorabilité, mais la Fédé en elle-même n'a pas le droit de faire un fichier interne en signalant des personnes qui, du coup, ne pourraient pas être recrutées dans certains clubs. Donc, en fait, vous nous dites que vous le faites dans votre fédération. Alors, ce que je vous disais, c'est la question de la robustesse. Peut-être qu'on n'est pas assez robuste au niveau du droit, mais entre deux mots, on a choisi celui qui privilégie pour nous la protection de l'intégrité de nos membres. Donc, dans une certaine mesure, vous allez me dire entre la loi et la morale, vous avez fait le choix de la morale. Dans une certaine mesure, oui. Dans des cas présents, alors j'étais pas encore à la fédération, mais il y a eu des interdictions avec des recours multiples, parce qu'il y avait les différentes procédures qui étaient en parallèle et donc qui avaient une influence les unes sur les autres entre la procédure disciplinaire fédérale, la procédure qui pouvait être au judiciaire. Donc ça a forcément des impacts, mais à un moment donné, entre un risque potentiel sur nos adhérents ou le fait que la fédération s'expose à une procédure au tribunal administratif, on a choisi de protéger, et je pense que la présidente en parlera encore mieux que moi, mais on a choisi de protéger les membres, quitte à ne pas être tout à fait robuste au niveau du droit. Voilà, donc ça, c'est en train de s'installer. Ce que j'évoque, le blocage de la licence est effectif, et donc cette information générale, je ne sais pas si c'est sous forme de tableau, ce sera dans l'intranet fédéral. D'ailleurs, je vois si on peut vous y donner accès au moins à titre informatif. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre exactement, mais c'est ce qu'on a choisi de faire, et c'est récent, ça date là de cette année. Voilà. Pardon. Justement, vous m'interrogez tout à l'heure sur le deuxième cas, et c'est justement de ça dont on parle. C'est que on a été averti par je crois que c'était le service départemental de jeunesse et sport qu'il y avait une action pénale. D'ailleurs, cette affaire est toujours pendante devant les tribunaux. Et on avait décidé de suspendre la licence, comme on fait à chaque fois pour protéger. Ça ne concernait pas la population handisport. Cette personne avait des poursuites pour des gens extérieurs à notre fédération. Mais quoi qu'il en soit, on avait voulu protéger notre public. Et en fait, la personne qui est assez procédurière, mais bon, ça se respecte, avait fait un référé contre ça et contre son interdiction d'exercer, puisqu'il s'agissait d'une interdiction d'exercer de 10 ans. Et en référé, le tribunal avait levé cette interdiction. Donc on était déjà très embêtés parce qu'il revendiquait le droit de pouvoir entraîner de nouveau. Ça date d'il y a quelques années déjà. On a eu la décision du Conseil d'État, puisque c'est allé jusqu'au Conseil d'État, là, au mois d'octobre 2023, qui confirme son interdiction d'exercer. Mais cette personne n'est donc plus licenciée, puisqu'on a de nouveau retiré la licence, continue d'exercer, mais est bénévole. Donc c'est difficile pour nous, sauf à mettre un cordon de CRS autour de nos disciplines, mais pour l'empêcher d'exercer. En fait, il continue d'exercer au sein de votre fédération
ou à l'extérieur dans d'autres fédérations, dans d'autres clubs? Il a son club, alors il n'en est plus président puisque le contrôle d'honorabilité, mais on le voit toujours. On a prévenu les personnes, les athlètes, les sportifs concernés, on a prévenu les familles des sportifs concernés qui souhaitent continuer à travailler avec lui. Donc c'est très bon, il n'est plus du tout dans l'équipe de France, tout ça c'est terminé. Il n'empêche que il est toujours dans l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous donner la discipline sportive et la ville du club? Ou vous nous les enverrez sinon? Très bien. Ah oui, si ça a été tranché, c'est de notoriété. Oui, il y a une décision. Pardon. Il y a une décision du Conseil d'État qui date d'octobre 2023, mais on peut vous faire passer les noms et le club et la ville, absolument. Là, ça me gêne un petit peu. D'accord, vous nous transmettrez ça par mail. Parce qu'en fait, il y a encore des procédures en cours. Très bien. Donc on vous enverra l'ensemble des documents, y compris avec des jugements qui ont eu lieu là en octobre. Et le Conseil d'État, c'était en juin, de mémoire. Ah, c'est un- Oui, parce qu'il y en a eu en octobre. Merci.